Bonjour les conspirés, soyez les bienvenus chez vous au Conspiratorium. Les élections présidentielles américaines sont passées et nous connaissons maintenant que c'est Donald Trump qui sera le prochain président des États-Unis. Qu'en est-il pour nous? Est-ce que c'est bon pour la RDC ou c'est la continuité des méandres de la République démocratique du Congo? Nous allons passer à travers et vous-même vous allez tirer vos propres conclusions. Beaucoup pensent que comme les malheurs ont commencé avec les démocrates sous Bill Clinton, suivi de Barack Obama et Joe Biden, que les républicains n'y sont pour rien. Et pourtant, entre les deux, il y a eu George Bush fils républicain, il y a eu Trump républicain. Est-ce qu'ils ont changé quoi que ce soit pour la RDC? Non. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, peu importe le parti qui gagne, car il n'y a que deux partis dans ce pays à dictature constitutionnelle, peu importe qui passe, que ce soit un républicain ou un démocrate, ça ne change rien, car ce n'est pas le président qui établit les politiques du pays, que ce soit à l'interne comme à l'externe. Il y a déjà l'État profond ou le gouvernement permanent qui a un programme centenaire qu'ils doivent suivre. Et sous George Bush fils, il y avait ce qu'ils avaient appelé le nouveau siècle pour les États-Unis, ce qui fait qu'ils avaient déjà établi des choses à faire, des pays à détruire ou à affaiblir, dont la Russie, l'Iran, la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak, la Corée du Nord, Cuba, Venezuela. Ces pays-là sont à détruire ou à effacer. Et ils avaient déjà commencé. Et aucun des présidents qui arrive après a fait le contraire. Il n'a fait que suivre ou poursuivre ce que le précédent avait déjà fait, ou créer d'autres guerres. Si nous pouvons aller dans notre passé beaucoup plus récent, ou même notre présent, vous allez voir que quand Trump est arrivé au pouvoir, il avait trouvé les guerres que Barack Obama avait commencées. En l'occurrence, le Soudan, qu'il avait disloqué en deux pays. Et il a poursuivi dans le Soudan du Sud pour aller créer une guerre civile. Non seulement cela, il a créé la guerre en Libye. Vous allez dire que c'est la France. Pas du tout. La France n'en a aucun pouvoir. C'est les États-Unis qui avaient demandé à la France de le faire. Et dès que la France a tiré la première balle, les États-Unis sont venus pour continuer et coordonner la guerre en utilisant un général canadien, le général Bouchard, comme celui qui devait commander les opérations en Libye. Et pourquoi pas un Français? Parce que juste les généraux français n'en ont pas les capacités. Ils ne sont pas entraînés pour ça, ils n'en ont pas le niveau. Seul un général comme Canadien pouvait le faire. Et les Américains, ayant connu ce qu'ils venaient de connaître en Irak et en Afghanistan, ils ont dit aux Canadiens, est-ce que tu peux le faire, toi? Et il l'a fait avec brio. Donc, il a mené la politique américaine à bout. C'est que nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu différence. Parce que Obama aussi, pour parler d'Obama, après la Libye, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la Syrie. Il est allé démanteler la Syrie. Mais en même temps, il continuait à nourrir l'Afghanistan et l'Irak, qui ne sont pas ces guerres qu'il avait commencées, c'était les guerres de George Bush. Avant qu'Obama ne quitte le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il avait demandé, il avait appelé le détour vers le Pacifique. Pivot to Pacific. Donc, le détour vers le Pacifique. Donc, il a ouvert le dossier d'attaque contre la Chine. Et à son départ, celui qui est arrivé, c'était le fameux Trump, qui va continuer la guerre commerciale contre la Chine pour l'affaiblir. Il a trouvé
la guerre de l'Ukraine qui avait déjà commencé, mais qui n'était pas ouvertement déclenchée, mais qui, dans les dessous, il avait déjà commencé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des armes et beaucoup d'argent à l'Ukraine. Il savait et il attendait. Maintenant, lui menait cette guerre à bout, tout en ouvrant la guerre contre l'Iran. Mais il a été balayé parce qu'on a trouvé qu'il ne le faisait pas aussi vite que ceux qui tirent les ficelles aux États-Unis le voulaient, ou pas de la même intensité. Ils l'ont mis d'abord de côté pour qu'ils comprennent ce qui va se passer. On a mis Biden. Biden, lui, il a mis du muscle là-dedans. Les armes, les munitions, tout ce qu'il y a comme armature de guerre, tout ce dont on a besoin, incluant les forces de l'OTAN. Et ils ont mis les forces, les forces ukrainiennes. Quand vous attendez le projet Ukraine et les forces ukrainiennes, l'armée ukrainienne, ce n'est que l'OTAN sous l'uniforme de l'Ukraine. Ils les ont mis en ordre de bataille, la Russie s'en est rendu compte et la Russie a contre-attaqué. Ce n'est pas la Russie qui a attaqué. Rappelez-vous cela. Hein? La Russie a contre-attaqué. Parce qu'eux, ils étaient sur le point de lancer les hostilités qui avaient déjà commencé avant. Mais quand on ne parle pas de ça, c'est seulement quand la Russie se décide de traverser les frontières qu'on commence à en parler et accuser, pointer du doigt la Russie. Ok. À part ça, Biden a commencé la guerre contre l'Iran. Car Trump avait déjà retiré les ententes qu'ils avaient faites avec l'Iran pour le désarmement nucléaire et tout ça, incluant les Européens. Trump a juste bafoué tout ça et les Européens ont suivi parce qu'ils n'ont rien à voir dans tout. Et ce sont des petits garçons de course. Biden a suivi, mais la guerre de l'Ukraine a pris une grosse ampleur. Il ne s'attendait pas à ça. Il croyait que la Russie n'allait pas traverser parce que la Russie était faible en ce moment-là. Maintenant, en 2 ans de guerre contre l'Occident, la Russie est devenue très puissante et même 2 fois plus puissante qu'avant. Ils ne pourront plus renverser cette vapeur. Alors, ils sont en train de chercher des voies de sortie. Mais comment faire des voies de sortie pendant qu'ils n'ont pas affaibli la Russie? Le but, c'est d'affaiblir la Russie, parce qu'ils n'ont pas pu réussir à la disloquer. Comme ils ne parviennent pas à disloquer la Russie, c'est qu'il faut quasiment l'affaiblir jusqu'au point où la Russie ne pourra plus avoir la force d'aller s'imposer ailleurs. Mais comment le faire? Il faut affaiblir les pays qui sont autour de la Russie, d'où le Bélarus, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, tous ces pays-là. Mais ils se rendent compte que la Russie avait déjà fortifié ces pays. C'est que qu'est-ce qu'il faut continuer à faire? C'est de donner tout ce qui leur reste à l'Ukraine, afin que les Ukrainiens continuent à prendre la balle qu'ils peuvent prendre pour eux. Dans l'entretemps, Trump arrive et il a commencé à mettre ses pions. Comment il le fait? C'est là que vous allez vous dire, est-ce qu'il y a d'intérêt pour la RDC ou la RDC entre maintenant dans la plus grosse merde de tous les temps? Qui il va mettre à la défense? Rubio. Rubio, c'est quelqu'un qui est d'abord un pro-israélien, comme tout Américain. Tout Américain qui espère gérer une portion de pouvoir doit d'abord vraiment faire allégeance à Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël a déjà infiltré les États-Unis partout. Si vous allez à leur Assemblée nationale, ce sont des Juifs. Si vous allez au Sénat, ce sont des Juifs. Toutes les compagnies, ce sont des Juifs. La Banque fédérale, si vous voulez l'appeler ainsi, même si elle n'a rien de fédéral, c'est des Juifs. Les États-Unis, c'est un pays qui a été pris par les Juifs. Et sous Donald Trump, comme Donald Trump était combattu dans le passé, tout ce qu'il pouvait, c'est de tout donner à Israël afin qu'Israël puisse le protéger. Mais Israël l'a lâché pareil, parce qu'il n'allait pas très vite pour détruire l'Iran et faire d'autres sales besognes que l'Israël voulait. On l'a laissé tomber, mais avant cela, il a homologué la défense
israélienne à la défense américaine. Donc, Israël a un bureau au Pentagone américain et il coordonne les actions ensemble. Il a envoyé toutes les armes et toutes les batteries, dernier cri de défense en Israël. Il a financé le développement du rideau de fer anti-aérien israélien avec les fonds américains pour enfin aller en acheter auprès d'Israël pour protéger l'Amérique et d'autres satellites américains partout. Je dis satellites, donc les pays comme la Corée du Sud, le Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Allemagne, tous ces pays-là, donc qui sont des colonies des États-Unis, incluant tous les autres pays que vous pouvez vous imaginer de l'Occident. Alors, Israël, sous Trump, a tout eu, tout reçu des États-Unis, incluant une portion de terre syrienne qu'on appelle le Mont Golan. Le Mont Golan appartient à la Syrie. Trump a dit, prenez ça à Israël. Il a donné ça à Israël. Trump ne s'est pas limité à ça. Il a pris le nord de la Syrie où il y a des gisements pétroliers et les terres arables, il a assiégé ça et il exploite ça, les États-Unis exploitent pour le compte d'Israël. Il a amené la Turquie pour que la Turquie puisse prendre une autre portion de la Syrie avec les États-Unis. Ils ont pris quasiment le nord de la Syrie, mais les Russes ont aidé la Syrie à sauver le reste du pays. Et probablement, la Syrie va finir par récupérer le reste de son territoire des mains des États-Unis et de la Turquie. Car les Syriens, eux, ne sont pas unis pour détruire leur pays. Ils veulent sauver leur pays. C'est la différence avec les Congolais. Vous savez, quand un pays est infiltré, ça devient difficile. Regardez une puissance comme les États-Unis, qui ne peut rien pour le peuple américain, mais qui peut tout. Alors tout pour Israël. Cela veut dire le pays est déjà parti. C'est pour ça que vous ne pouvez pas attendre quoi que ce soit des États-Unis, je vais y revenir. Parce que nous allons faire le parallèle avec la situation du Rwanda. Maintenant, Trump qui arrive, il met Marco Rubio à la défense nationale, qui est un pion des Israéliens et qui a chanté la destruction et le bombardement de l'Iran depuis longtemps. Il a mis, curieusement, à la sécurité nationale, le major ou l'ex-major Gabbard. Gabbard, c'est une femme démocrate. Mais comme elle prônait la paix, elle ne voulait pas les guerres, elle voulait qu'il faut arrêter les guerres, pendant qu'elle est encore active dans l'armée, Tulsi Gabbard a défendu le retrait des États-Unis de tous les pays envahis et de cesser la politique de guerre. Alors, les démocrates l'ont combattu. L'ont combattu jusqu'à l'appeler nazi, je ne sais pas, tous les noms d'oiseaux. On l'a rejeté du dehors du parti. Elle a œuvré un peu comme indépendante, puis Trump l'a convaincu de rejoindre le camp républicain. Alors, pour les démocrates et les traîtres, il faut la combattre jusqu'au bout. Pour les républicains, qui ne sont républicains que de nom, mais ce sont des démocrates transportés dans le parti républicain, ils ne la trouvent pas assez guerre comme ils voudraient. Ce que les néoconservateurs ou les guerriens
qui veulent les guerres à tout prix partout et détruire tous les autres pays, trouvent qu'elle n'est pas bonne pour le business. C'est qu'elle pourrait ne pas décrocher le poste parce qu'aux États-Unis, il y a le processus de confirmation. Le président peut vous nommer, mais vous allez passer dans le processus de confirmation au Parlement, qu'on appelle la Chambre des représentants chez eux, mais c'est le Parlement. Et là, quand on n'est pas pro-israélien, quand on n'est pas pro-guerre, quand on n'est pas pro-destruction des pays que je vous ai cités au début, en l'occurrence, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, Cuba, Venezuela et d'autres pays associés à ceux-là, si vous n'êtes pas pour leur destruction, il faut vous écarter. Donc, je ne sais pas comment Tulsi Gabbard va passer là-bas. Et Trump l'a choisi pour ce poste-là, sachant qu'elle n'aime pas les guerres, que cette femme major de l'armée est pour détruire tout le processus et les méthodes et les démarches des guerres des États-Unis. C'est que c'est pour que Trump, même si cette femme-là a travaillé fortement pour la réélection de Trump, Trump la met là-bas pour dire « J'ai essayé de te nommer, mais tu n'es pas passé au niveau du Parlement, c'est pas ma faute. » Je pense que c'est pour ça que Trump l'a mise là-bas. C'est juste pour se laver les mains. Pendant que c'est quelqu'un d'autre qui prendra cette place-là. Celui qui viendra, dont on sait que lui, c'est un... Allons en guerre, détruisons le monde entier. Alors, c'est comme ça. Et vous pouvez regarder maintenant, on nous dit aux affaires étrangères, Trump a choisi un va-t-en-guerre. J'oublie son nom, mais si vous allez chercher sur Internet, vous verrez, c'est un nom qui me semble un peu bizarre. Alors on dit, comme il n'a pas pris Mike Pompeo encore, ça paraît bien. Parce que Mike Pompeo, c'était un va-t-en-guerre, il n'a pas pris Mike Pompeo. Les gens vont dire, ah, vous voyez, Trump, il est pour la paix. Mais la personne qui l'a mise là-bas, si vous allez regarder toutes ces interventions qu'il faisait, c'était allons détruire, allons détruire, allons détruire. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est pour la RDC? Regardons d'abord Israël. D'où vient Israël? Au commencement, ce fut des réfugiés. On demandera aux Palestiniens de recevoir ces réfugiés. Les Palestiniens furent gentils et acceptèrent de recevoir ces réfugiés. Et puis d'autres vagues de réfugiés et d'autres vagues de réfugiés israéliens. Ces réfugiés commencèrent à acheter des terres en Palestine par des fonds qui venaient d'où. Ils achetèrent des terres auprès des Palestiniens qui aimaient l'argent ou qui trouvaient qu'il n'y avait pas de problème à vendre ces terres à ces réfugiés. Est-ce que ça commence à vous dire quelque chose? Est-ce que ça commence à vous rallumer l'esprit? Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner des armes à ces réfugiés-là qui vont commencer à attaquer et à tuer les Palestiniens et à les chasser de leurs terres. D'où ces vagues de réfugiés qui commençaient à partir, à quitter leurs terres dans ce qu'on appelait Palestine. Jusque-là, Israël n'existe pas encore. Ce qui va arriver, on va dire, est-ce qu'on peut, ces réfugiés, comme ils sont déjà sur cette terre-là, alors créer deux États, l'État de Palestine et l'État d'Israël, pour les terres qu'ils occupent déjà? On a créé Israël au détriment des Palestiniens qui ne pourraient jamais reprendre leurs terres, qui ne pourraient jamais retourner sur leurs terres. Et nous avons eu
un petit État minuscule, Israël, et un gros territoire qu'on appelait encore Palestine. Mais on a tardé de reconnaître la légitimité ou la souveraineté de cet État-là comme Palestine, jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres choses à faire. On a créé la guerre entre le petit État israélien contre les États arabes. Les États arabes ont perdu. Mais ils n'ont pas vraiment perdu. Mais c'est parce que, d'abord, le petit État Israël a été subventionné et soutenu en masse par tous les États occidentaux, incluant les États-Unis et l'Angleterre. Et on a demandé aux pays arabes, on a corrompu certains pays arabes. Alors, Israël est avancé, a pris encore une grosse portion des terres des Palestiniens. Puis, quelques temps après, on a créé ce qu'on appelle la guerre de 6 jours entre Israël, maintenant le gros territoire Israël, contre d'autres pays arabes. Et Israël s'est encore avancé pour manger le reste du territoire minuscule de Palestiniens. Et ainsi, il ne restait qu'une petite portion de terre pour les Palestiniens. De Palestiniens, on a créé un conflit entre Palestiniens. On a créé un mouvement qu'on appelle Hamas. Le Hamas a été créé par Israël, donc les Occidentaux, pour combattre le PLA de Yasser Arafat. Alors, et la guerre entre les deux a fait la scission, la subdivision du petit territoire qui était resté pour les Palestiniens entre la Cisjordanie de l'autorité palestinienne avec la bande de Gaza dominée par le Hamas. Et comme la Cisjordanie, elle, est faible, on l'a ignorée. Et on a commencé à accepter que cette autorité, qu'on appelait autorité palestinienne, se présente aux Nations Unies, juste pour écouter les débats, mais n'a aucune opinion, aucun pouvoir. Et on a utilisé le Hamas pour affaiblir l'autorité palestinienne. Quand la guerre de la Syrie a été amorcée pour détruire la Syrie, on a utilisé le Hamas pour combattre côte à côte avec l'armée islamique afin de détruire la Syrie. Une fois la guerre de la Syrie arrêtée, ou mettons, quand on a établi le cessez-le-feu qu'on a jusqu'à aujourd'hui, le Hamas est retourné dans la bande de Gaza. Et le Hamas a demandé maintenant qu'on lui donne tout ce qu'on lui avait promis. La reconnaissance de l'État, du Hamas, l'argent qu'on avait promis au Hamas, et tous les bienfaits qu'on avait promis au Hamas. Et on avait même promis au Hamas que c'est eux qui vont diriger le Cisjordanie. Donc l'autorité palestinienne serait partagée avec le Hamas. Mais le Hamas trouve qu'on ne lui donne pas ça. Le Hamas attend 1 an, 2 ans, 3 ans, et en ce moment-là, le Hamas fait les actions que le Hamas a fait dernièrement. Et la guerre est déclenchée. On prend la partie du Hamas, du territoire palestinien du Hamas. On annexe à Israël. Et avec ça, on monte dans le Liban pour qu'on prenne le sud du Liban, annexé à Israël. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, j'arrête là et on va poursuivre
cette partie. Je retourne à la RDC. Au commencement, ce fut des réfugiés rwandais. Des vagues des années 1950, suivies des années 1960, des années 67, des années 72, des années 80, des années 2000, non 90, 97. Vous vous rappelez? Tout ça, des vagues de réfugiés rwandais. Mais dans l'entretemps, on les a éparpillés. Vous vous rappelez la commune Minembwe? Vous vous rappelez Minembwe avec les Rwandais? Vous vous rappelez toutes ces guerres qui commencent avec la CNDP, l'RCD, je ne sais quoi, M23, les ententes, les traités, les signatures avec le M23, tout ça, vous vous rappelez tout ça? Et cette fameuse constitution qu'on vous fait, qui vient d'ailleurs, qui n'est pas faite par les Congolais, mais on demande aux Congolais de la contresigner. Ils acceptent cette constitution et ça devient la constitution de la RDC, mais qui ne favorise que l'affaiblissement de la RDC, la dislocation de la RDC, le démantèlement de la RDC, le partage des territoires de la RDC, donc la disparition de la RDC et le renforcement, l'agrandissement du Rwanda, d'Ouganda et de tous les pays avoisinants. C'est là le parallélisme, le parallèle que vous pouvez établir, ou le lien que vous pouvez établir avec Israël. Dans l'entretemps, le Rwanda va se prévaloir du génocide, comme Israël, du génocide, pour protéger les Juifs d'Israël. On doit tout faire pour que le génocide n'arrive plus jamais. Alors on renforce Israël. On en fait une puissance. Pour prévenir que le génocide n'arrive plus jamais au Rwanda, alors on renforce le Rwanda pour que le génocide n'arrive plus jamais au Rwanda. Mais dans l'entretemps, le Rwanda, lui, peut faire des génocides tout autour, peut tuer et prendre des territoires ailleurs. Vous voyez? Et désormais, Israël doit protéger le Rwanda. Et les Rwandais doivent s'appeler les Juifs de l'Afrique. Les génocidés d'Afrique. Est-ce que vous voyez ça? De la même manière que les Américains protègent Israël, ils viennent pour protéger le Rwanda. Ça devient plus clair, non? D'où vient Tshisekedi? Il n'était pas attendu comme président de la RDC. C'est ceux-là qui avaient signé, donné 300 km de terre à l'intérieur de la RDC au Rwanda. Ceux-là, les Lamuka, en connivence avec les Bukangalonzo, en connivence avec les Kabila, en connivence avec les anciens parlementaires comme les Kamere, les Tambwe Mwamba, tout ça, tout ce monde-là, tous étaient dans le coup. Ils se sont dit, Tshisekedi, on va l'utiliser pour le nom et pour la popularité de son parti. Mais une fois rendu à Genève, on le coince, il tombe à l'eau et on continue avec l'agenda préétabli. Mais il a court-circuité le tout en dernière minute et on s'y attendait pas. Alors on a précipité le malin, on a précipité les serpents, on a précipité le diable, Kamere. Vas-y, Kamere. Surveille et dis-nous tout. Ainsi, Kamere va suivre Tshisekedi. Tshisekedi gagne les élections. Kabila dit, on ne peut pas le laisser. Kagame dit, ne proclamez pas encore le gagnant. J'arrive, attendez, j'arrive. Mais Trump dit,
ce sera les démocrates, ce sera les Bill Clinton, ce sera les Hillary Clinton, ce sera les Bill Gates et les autres qui vont gagner, mais pas moi. Donc, je dois court-circuiter leur plan pour que ce soit mon plan. Ils ne venaient pas pour aider la RDC du tout. Ils ne venaient pas pour aider Tshisekedi du tout. Ils venaient pour prendre ce que les autres avaient. C'est pour cela qu'il a menacé Kabila et Kabila a proclamé le gagnant Tshisekedi. Mais les cartes étaient à jouer. C'est pour ça que vous avez vu Mike Hammer venir et se comporter comme un conquérant chez nous. Il s'en foutait de ce qu'était le pays, de qui était le président. Il allait à gauche, à droite, il allait avec les Rwandais à Minembwe, les Rwandais commençaient à tout fignoler avec eux, tout ça, bla 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 bla, puis à un moment, quand il a tout fait pour, il a mis les jalons, il a jeté les jalons pour ce qui va arriver, il se retire, on le met de côté, on amène l'autre, on amène le Philippin comme ambassadeur, pour que lui, il vienne finaliser le plan. Mais Tshisekedi ne cède pas. Tshisekedi ne mord pas à l'hameçon et il court-circuite leur plan en formant une nouvelle armée, en essayant de gagner les cœurs de certains politiciens. Mais dans tout ça, lui aussi, il s'est fait manger de la laine sur le dos. Mais il n'avait pas de choix, il était seul contre tous. C'est qu'il va pas faire de concessions, mais lâcher ce qu'il ne veut pas lâcher. D'où aujourd'hui on a les caméras qui reviennent, on a l'ancien premier ministre là, oui, qui revient au Sénat, mais tout ce monde-là, Samalou Condé, qui sont dans le coup. Ils ne sont pas vraiment en train de sauver le pays, parce que ça devait se voir dès qu'ils ont pris la direction du Parlement et du Sénat, respectivement, ils allaient tout de suite, sans attendre, enlever l'épine qui est sous le pied de la RDC. C'est la Constitution. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce qu'il y a un plan à venir. Et ce plan est en marche jusqu'à aujourd'hui. Que vous pouviez festoyer comme quoi Trump revient, mais regardez, qui a soutenu Trump? C'est Elon Musk. Elon Musk qui est de mèche avec Bill Gates. Bill Gates qui est lui-même le patron de l'Organisation mondiale de la santé. Qui sont derrière Trump? Les multinationales, l'industrie d'armement, l'industrie pharmaceutique. Tous ces néoconservateurs qui ont soutenu le Rwanda, c'est eux qui sont avec Trump. Donc nous, là, on ne gagne rien. Si vous voyez nos premiers ministres ou le ministre des Affaires étrangères recevoir les ambassadeurs occidentaux à gauche, à droite, toujours avec eux, ce n'est rien de bon pour nous. Parce que ces pays-là ne sont pas cachés, non? Ils ont dit qu'ils sont avec le Rwanda. Ils ont dit qu'on ne doit pas construire un mur avec, à la frontière avec le Rwanda. On ne doit pas attaquer le M23. Par contre, ils nous forcent d'aller négocier avec des terroristes qui sont soutenus, armés et entretenus par le Rwanda. Et le Rwanda ne s'en cache pas parce que le Rwanda qui les représente à toutes les négociations, que ce soit à Nairobi ou à Luanda. On nous dit tout le temps, regardez les territoires qui sont conquis par les forces du mal. Vous pensez un petit pays comme le Rwanda, avec un effectif militaire, affaibli par les hommes de Tshisekedi, et ce petit noyau, comment ils peuvent prendre des territoires comme ça, jusqu'ici à Kalehe? C'est parce qu'ils ont ce que nous n'avons pas. Ils ont les Occidentaux, ils ont la technologie occidentale derrière eux. C'est eux qui leur disent, là-bas, ce n'est pas défendu, ce n'est pas surveillé par les forces de Tshisekedi, passez par là.
Et de nulle part, vous allez entendre, oh, tel territoire est pris. Walikale est pris. Là, on ne vous dit pas que Calais est pris, mais Calais est déjà pris parce que les gens qui sont à Calais me disent, non, c'est Ezaka Kabango Nabango, ni bo nabo apa. Ni Banyarwanda apa na apa ni bo. Ni bo tout, partout. Comment ils sont arrivés là-bas? Mais comment ils sont là à surveiller Idjui? Ils sont partout, ils ont acheté des terrains, leurs hommes sont partout, ils ont acheté des terrains. Et le Congolais ne disent rien. Paul Mundela, le conseiller de Félix Antoine Tshisekedi, qui le tout premier voyage du président Félix Antoine Tshisekedi à Goma, lui, il se sauve en catimini pendant que son boss est occupé à parler avec les locaux et les organisations locales. Il part en bateau rapide. Il va rencontrer les pions rwandais qui sont à Idjui pour discuter des plans de marche. Il va même jusqu'à donner sa contribution. C'est écrit, je n'invente rien, c'était écrit sur Facebook par les communicateurs rwandais qui sont à Idjui. Paul Mundela donne l'argent, il communique avec le général Bisengimana et les autres là. Il retourne vite. Et quelques temps après, ces gens-là ont leurs pions placés partout autour de Tshisekedi, dans la NER, dans la DEMIAP, partout. Ils sont à la présidence. Mais évidemment, Tshisekedi, Kabila les avait laissés à la présidence. Tshisekedi ne les a pas renvoyés. Il les a gardés là-bas parce qu'il faut la continuité de la gouvernance. Quand la gouvernance est bonne, on comprendrait. Mais quand elle n'est pas bonne, pourquoi garder ces gens-là? Je ne comprends pas. Et tout le monde qui est nommé d'une manière ou d'une autre, vient de ce puissant, de ce gouvernement permanent du Congo, de cet état profond du Congo, ces anciens généraux, ces anciens colonels, les gens qui ont fait fortune dans les mines chez nous, qui sont des entrepreneurs dans les banques étrangères qui sont établies chez nous, les banques des Indo-Pakistanais, des Kenyans, tout ça, ce sont ces gens-là, les Kabila, qui tirent toutes les ficelles, qui tiennent l'économie en main et les finances, qui étranglent l'État et qui rendent la tâche difficile à Tshisekedi. Mais Tshisekedi les garde parce qu'il est mal pris. Et il est mal pris parce qu'il voulait jouer le jeu démocratique. On ne peut pas amener la démocratie comme si c'était une manne qui descend du ciel, boum, boum. Non. Ça se cultive de fil en aiguille et ça prend du temps. Les États comme les États-Unis regardent avec leur démocratie, ça ne fonctionne pas pendant que ça fait des années qu'ils sont là. Regarde la corruption aux États-Unis. Un pays corrompu, peut-être le plus corrompu du monde, mais qui a le pouvoir de pointer au doigt les autres? Il n'y a rien qui marche. C'est contrôlé par les ces grosses compagnies. Cet état profond qui baigne. Regarde, un général d'armée des États-Unis, dès qu'il prend sa retraite, il est tout de suite embauché par ces compagnies-là, pour lesquelles il passait des commandes d'armement, pour lesquelles il passait des commandes de ceci, de cela. Il signait des contrats, il leur donnait des contrats. Alors, quand il finit tout d'un coup, il est embauché par eux. Vous voyez la corruption de ce pays-là? Les sénateurs américains, leur campagne financée par ces banques-là, ces pharmaceutiques, ces industries d'armement, ces banquiers-là, quand ils sont là, ils ne font que tout pour retourner l'ascenseur à ceux qu'ils ont supportés. Une corruption incroyable. J'aimerais qu'un seul Américain dise que je mens. Regardez comment ils ont fait une pression incroyable sur Kadima pour qu'il fasse échouer des gens qui, normalement, avaient fait la campagne et qui étaient portés pour gagner dans leur circonscription. Mais ils ont perdu sans en avoir une justification. Et les gens qui n'étaient pas sur le terrain ont été déclarés gagnants.
Regardez comment les gens de l'UDPS ont été complètement détruits par Kadima. Quelque Kassayan qu'il soit. Mais il a fait échouer l'UDPS. Parce que l'UDPS, si l'UDPS par lui-même avait gagné la majorité, mais Tshisekedi n'aurait pas besoin de personne. Il aurait travaillé, les mains déliées, les mains libres. Mais on a complètement squeezé l'UDPS. On a mis les gens qui pouvaient être soit de l'UDPS ou alliés à l'UDPS ou amis ou sympathisants de l'UDPS dehors. Vous voulez que je vous cite les noms? Vous les connaissez? Vous les avez vus, comment ils ont battu campagne. Et tout le monde croyait qu'ils vont gagner. Parce que sur le terrain, ce n'était que eux. Mais quand on déclare les gagnants, ce n'est pas eux. Ça, c'est l'Amérique dans toute sa puissance. Maintenant, la RDC sous Trump ne gagne rien. Car Trump va regarder. Il a maintenant ce pouvoir-là. Sur le Rwanda et ailleurs. Il va voir le Rwanda et dit, Rwanda, qu'en est-il? Le Rwanda va dire, j'étais en Corée du Sud quand il y a eu ce sommet entre la Corée du Sud et les pays africains. J'ai dit à ce pays-là, soutenez-moi et je vais tout vous donner. Au fait, le sommet coréen, c'était le sommet américain avec les pays. Mais comme avant, c'était fait au nom des États-Unis et ça avait échoué, l'Amérique a utilisé notre pays qui est une colonie des États-Unis, la Corée du Sud. Les pays africains sont là. Mais tout ce que les Coréens demandent aux Africains, ça vient des États-Unis. Et le Rwanda leur a dit, soutenez-moi, je vous donne tout. Tout est là-bas au Congo. Le Congo, c'est moi. Et vous avez vu, quelques mois après, comment le Rwanda, d'une part, puissant, il commence à prendre des territoires, il reprend Rubavu, il reprend Kanyabayonga, il reprend tout ceci, ils sont rendus à Walikale, bientôt ils vont prendre Goma et le reste. Qu'est-ce que vous pensez dès qu'ils prennent Goma? Bukavu, ils en feront une bouchée. Et quand ils ont déjà ça, vous pensez qu'ils ont même besoin de parler avec Tshisekedi? Ils n'auront plus besoin de parler avec Tshisekedi. Ils vont juste commencer maintenant à faire leurs affaires et ce sera à Tshisekedi de commencer à les supplier, à les supplier, à les supplier. Mais nous aurons déjà perdu. De la même manière que la Palestine. Comme ils sont à Walikale, ils n'auront pas besoin de faire quoi que ce soit. Ceux qui sont à Walikale prennent les armes, Walikale est tombé. Ils vont avancer. Ceux qui sont à Kasongo prennent les armes, Kasongo est tombé. Ceux qui sont, je ne sais pas, à Miabi prennent les armes. Où sont ceux-là qui étaient venus avec les vaches? Où sont-ils? Ils se sont volatilisés juste comme ça dans la nature. Ils viennent des centaines de milliers avec des vaches. Et puis, on ne voit ni vaches, ni hommes. Où sont allés? Ils sont où? Ah, nous sommes dans la merde. Ils sont là. La Constitution. On parle. Juste pour dégager ce climat de peur, dégager ce climat d'instabilité du pays. Alors, dès que quelqu'un tire dans une rue, on va dire, non, regardez, c'est l'insécurité passée par là. Dès qu'on égorge quelqu'un dans la rue, oh, regardez, c'est l'insécurité passée par là. Et le pays devient comme ça, comme s'il était ingouvernable. Si le président Tshisekedi continue à croire qu'avec la démocratie, ça va aller, qu'avec les pourparlers, avec les ambassadeurs, que ce ministre des Affaires étrangères continue à les recevoir, si passer, le Premier ministre recevoir ces gens-là, que ça va bien aller. On est dans la merde. Vous savez, c'est celui qui est en force qui va édicter les principes de négociation. Et nous ne sommes pas en position de force. C'est le Rwanda qui l'est. C'est l'Occident qui l'est. Au lieu de nous aussi, pour ce qui nous reste au moins, de nous rallier ceux qui peuvent nous soutenir, parce que les Occidentaux ne vont pas le faire, ils vont tout le temps nous poignarder dans le dos, ils vont tout le temps nous crever un œil, c'est pas les deux, ils vont tout le temps nous trouver un tympan, par les deux.
nous devons chercher d'autres personnes, d'autres puissances qui sont avec nous. Quand ils sont réellement avec nous, à ce moment-là, nous pouvons venir avec un ton de négociation. Nous pouvons forcer les choses. Mais si nous n'avons pas ça, là, oubliez. Trump va juste regarder. Est-ce que je suis capable d'avoir tout ce que je veux sans signer quoi que ce soit? Oui, je peux toujours continuer dans la même voie que mes prédécesseurs. Et nous, notre pays sera toujours en instabilité. Vous savez, quand il n'y a pas de stabilité dans un pays, quand on ne peut pas sentir qu'il y a un climat de paix dans un pays, le commerce ne peut pas se développer. Comment voulez-vous que quelqu'un qui produit ses maniocs à Gungu puisse les amener à Kikwit et que ceux qui produisent le Njukumabwe à Kasenga puissent les acheminer jusqu'à Lubumbashi? Le commerce doit être interne. Comment voulez-vous que ce commerce se fasse s'il n'y a pas de routes construites? Comment voulez-vous que les finances du pays se développent sans commerce interne? Car les finances suivent le commerce. Les activités commerciales créent les finances. C'est quand les finances maintenant s'établissent que les activités économiques vont se créer. Quand les activités économiques commencent à aller dans tous les sens, qu'on voit maintenant la science et la technologie émerger. Car vous allez vous dire, oh, parce que nous sommes en train de produire de l'étain, nous avons une industrie de production de batteries. Les scientifiques congolais vont s'investir dans ça. Ils vont créer de nouvelles technologies ou ils vont les importer d'ailleurs. Les technologies, les sciences vont suivre. Quand le commerce, les finances, les activités économiques, les sciences et technologies sont établies, tout cela se transforme en pouvoir. Et c'est à ce moment-là que le pays a le pouvoir de veto. Pas nécessairement aux Nations Unies. Le veto, c'est ce qu'on peut dire pour soi-même. Non, je veux ceci pour mon pays, je ne veux pas ceci pour mon pays. Mais le Congo n'a pas ça, parce qu'il n'a aucun pouvoir ni de commerce, ni de finances, ni d'économique, ni de sciences et technologies, rien. Donc nous n'avons aucun pouvoir de veto. Si nous n'avons pas de pouvoir de veto, c'est que nous n'avons aucun pouvoir politique. Nous ne pouvons opposer rien à personne. Et nous sommes dans l'eau chaude. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous attends. Merci d'avoir été avec les vôtres au Conspiratorium. Au prochain numéro. Je suis votre frère Bertin Bahaya. Bye bye.